Merci d'accueillir le chef d'orchestre du parc, Monsieur Michel Montana. C'est vrai que c'est beau, Jérôme, de gagner contre le Paris Saint-Germain après avoir entendu cette musique. Non, mais en plus, c'est vrai que c'est passionnant. J'espère que c'est pas une colle, mais cette musique au parc, c'est depuis quelle année Parce que moi, j'ai pas connu ça, moi, quand je joue encore. Ah, ça remonte à loin, ça remonte au début des années 90. La musique, celle-là? Ouais. Moi, j'ai toujours entendu ça. Ouais, je sais que c'est Phil Collins, mais... Ah ouais. C'est-à-dire que toi, avant le match, tu es ailleurs, donc tu écoutes même pas. Non, mais tu as raison, c'est peut-être parce qu'on ne se rend pas compte de quoi, quand tu es à l'extérieur. À un moment donné, il y a eu un bruit qui a couru, comme quoi ils voulaient changer, etc., l'hymne. Mais bon, il y a eu le poids des supporters. Si, tu as dû l'avoir en 84. Michel, bonsoir. Ouais. Ah non, ils étaient en Ligue 2, l'OM, à cette époque-là. Ah non, mais je suis à Monaco, moi. Oui, toi, tu étais parti, bah oui. Est-ce que vous avez, pour commencer, une anecdote de speaker pour nous? Vous voyez tout au parc. Une anecdote de speaker, j'en ai beaucoup. Je vais parler d'un truc qui n'a rien à voir. J'ai reçu, il n'y a pas longtemps, un mail. De temps en temps, je reçois des mails de supporters très sympas. Et en fait, c'était le mail d'un supporter non-voyant. Et je peux vous dire que j'ai été non seulement ému quand j'ai lu le mail, et il m'expliquait qu'en fait, il me remerciait, donc, parce qu'à travers mon travail, il pouvait vivre le match. Et c'est la première fois où j'ai réalisé qu'il y a aussi des non-voyants au parc, de temps en temps, qui viennent tout simplement se plonger dans l'ambiance. J'ai envie de cette anecdote parce qu'on pense à tous les à côté du foot, tout ce côté brillant, etc. Et on oublie tout ce que le foot peut apporter à des gens qui sont dans l'ombre, encore plus pour lui. Et donc, on oublie tout le bonheur que le foot peut apporter aussi à bien des gens qui sont soit des fois dans le besoin ou autre. C'est vrai. Voilà, c'est pour rétablir un peu le côté sport populaire. Votre plus beau souvenir, Michel? Voilà. Plus beau souvenir. En presque 20 ans, au Parc des Princes. Allez, le dernier, le tour que j'ai eu la chance de faire avec Neymar, parce que ce n'était pas prévu, quand il a été présenté au parc. Mais c'est incroyable parce qu'en fait, j'ai découvert, je peux presque dire un gamin, mais qui a le sourire en permanence, quoi. Il pue le plaisir de jouer et d'être là, quoi. Et je le voyais, mais heureux, parce que j'aurais d'autres souvenirs peut-être moins drôles, notamment les adieux de Rai, effectivement, ce serait l'autre grand souvenir. Mais là, j'ai envie de dire, voilà, l'arrivée de Neymar au parc et ce tour du stade où là, on voyait tout le monde heureux. Simplement heureux, quoi. De se dire, mais voilà. C'est bizarre, on l'a pas vécu comme ça, nous, de Marseille. C'est pas si plaisir. Ouais, je sais pas. Pas d'émerveillement. Non, j'ai pas souvenir de sourire sur le visage des Marseillais ce soir-là. Parce que pas souvenir. Je remercie la régie de m'avoir mis sur ce banc-là à côté de toi. Non, mais tu aurais été bien là aussi, tu sais. Ouais, tu sais. Je suis sûr que j'aurais été bien reçu sur le banc. Alors, ma grosse difficulté par rapport à Neymar, parce que en fait, pour les speakers, il y a certains noms imprononçables. Alors, le portugais, c'est pas un problème. C'est surtout le problème, c'est les noms qui résument leur famille, en fait. Le cousin, de la mère, de l'oncle, machin. Et du coup, j'ai été obligé de faire valider le nom donc, que je voulais annoncer pour faire scander ce nom. Le plus difficile, ça a été lequel de noms que j'ai eu à prononcer? Bah là, par exemple, donc, et c'est Maxwell qui a validé. Donc là, c'est Da Silva, Santos Junior, et les gens disent Neymar. Ouais, mais c'est pas une note, ça c'est une phrase. Bah ouais, mais Souza de Oliveira. Souza de Oliveira. Ah ouais, tu te rends compte, le mec, il faut lire un livre. Et Valdo, à l'époque, c'était Candido, Filio, Valdo. Bon, ça allait encore. Rodriguez, Moura da Silva, Lucas. Donc c'est des noms à rallonge. Bon, ça va, lui, il marque pas beaucoup de buts. Donc ça va. Parce que là, si tu as oublié, tu fâches quelqu'un de la famille. Quoi. Eh ouais. Ouais. Je ne sais pas ce que ça donnerait avec ta sœur, le nom de ta mère. Ah ben lui, Dimeco, déjà, ils sont nombreux. Ouais, son nom. Et donc le nom le plus difficile à prononcer, de joueur parisien. Il n'y a pas, une fois que tu as pratiqué Ou alors tu as été obligé de te le... Ah, Rabé Sandratana. Eric Rabé Sandratana. Non, c'est pour rigoler. Il est long. C'est vrai que c'était un peu long, quoi. Non, lui, le problème, c'était pour celui qui floquait les maillots. T'as vaincu. En tout cas, vous n'avez pas eu de mal, Michel. Termine devant. Commence derrière et termine devant. Vous n'avez pas eu de mal, Michel, à prononcer le nom de Zlatan Ibrahimovic. On a retrouvé
Justement, on a retrouvé quelques images, on va regarder ça. Ah ouais. Ouais, tu t'es pas mouillé, toi tu disais Zlatan. Et après les autres se démerdaient. En fait, un jour, j'ai décidé de faire répéter 3 fois. Mais l'avantage avec Zlatan, c'est que ça pète bien. Parce que je voulais me démarquer un peu. Donc le premier, c'est dans les graves, sec. Donc Zlatan. Le deuxième, c'est médium, mais droit. Zlatan. Et le troisième, donc hurlé, enfin porté, quoi. Zlatan. Et c'est vrai que Zlatan, ça a marqué parce qu'il a un nom sur les 3 trucs, quoi. C'est Zlatan, quoi. Comment Pas faut comme travailler Jérôme, la technique c'est passé par exemple Jérôme. Bah, si, Jay, c'était... C'était autre chose. C'est c'était plat, plus fin. c'est Non, ça a non, pas C'était de- plus fin, tu vois. Plus C'était- fin. C'est il y nul, avait- il y a toi. pas la même Ouais, fin. en plus, l'avantage, c'est qu'avec toi, ça n'arrivait pas souvent. Ah, Parce ça, que je te c'est les con- buteurs ça, que je te tu confirme. vois. Ah oui, mais c'est encore plus beau. Ton record de buts sur une saison? Ah non, mais moi, c'est pour ça que je suis passé derrière. Moi, Non, j'ai mais dû mettre ton 3, record de buts. 2 ou 3. 3. Roland? 2 ou 3. Et Sur une saison, toute compétition confondue. Non, et juste lui, le non. championnat. Oui, J'allais quand t'as parler de l'entraînement aussi. championnat, Vas-y, mais, pas avec Le Petit. championnat, ça doit Quand t'as être l'entraînement 6 buts, 6-7 buts en championnat, je parle. Et passe D? On va pas se dire. Ouais, non, mais c'est pas annoncé ça. Le speaker, il dit pas passe décisive de Jérôme Bretagne. Donc tu commences pas à nous mitonner. Excuse-moi d'avoir. Tu as mis 3 buts par saison comme nous. Excuse-moi d'avoir le Ah, record c'est bon. de passes décisives sur une année. Et tu peux me ramener des Zlatan, des Neymar. Bon, Neymar, je vais pas parler trop vite parce que je pense que ça va pas tarder à ce qu'il me batte. Mais et tout le reste, hein, il y a eu des grands joueurs dans le championnat. Mais je suis devant. Comment est-ce que J'ai vous toujours travaillez trouvé con. justement Non, non, juste Sarah, 2 secondes. Oui. Moi, je trouve quand même bizarre que, par exemple, quand tu fais un centre saucisson au deuxième poteau, que tu n'as pas Oleta qui va te mettre une reprise de volée de l'extérieur des 18 mètres dans la lucarne opposée, on dise c'est une passe décisive de Roten. Tu vois, c'est-à-dire il a mis une saucisse au deuxième poteau, l'autre il fait une Ouais, reprise de mais- volée merveilleuse et on dit Ouais, mais la passe le- décisive de Roten. Et toi, c'est C'est-à-dire que. l'hôpital qui se fout de la charité. Non, mais parce ça, que c'est- à ça, Jean-Pierre c'est- Papin, je veux te dire, je me Ça, souviens des exocètes que t'envoyais là. Ça, et- c'est quand même Des- quelque chose, Je ça. suis désolé, je suis Par obligé, contre, je suis obligé de te couper, Ouais. Eric. Là, tu me tends une perche, là, tu viens de parler de l'Aigle des Açores. Eh oui, eh oui. Ça a été un tel bonheur pour moi à chaque fois d'annoncer Pedro Miguel. Et donc, je suis obligé, en face de 2 Marseillais, d'évoquer un de mes meilleurs souvenirs quand même. Non. Bah si, Non. le but dans un angle Oui, impossible. oui, non, on va... Contre Moi, on Barthez. m'avait promis de ne pas Ça parler de fait ça. Barthez. On m'avait promis. J'ai dit, moi, je fais cette émission que si on ne parle pas de ce but à 25 Fabien. avril 2004, chef-d'œuvre Énorme. de l'Aigle des Açores. 2004, ouais, c'est... Michel, c'est vous qui interviewez Paoletta en mai 2008, à la fin de son dernier match au Parc Ouais, contre malheureusement. Saint-Etienne. En fait, c'est étonnant parce que j'ai 2 souvenirs par rapport aux adieux émouvants de certains joueurs. Et les 2 ont pratiquement eu la même réaction. C'est-à-dire que Pedro m'a demandé le micro. Enfin, je crois que je lui avais tendu là. Et Rai, par contre, Rai m'avait demandé le micro. Il était en bas de la tribune Auteuil, donc en bas du virage. Mais personne ne s'attendait à ça. Et à mon avis, même lui, il prend le micro et d'un seul coup, je vois ses yeux mais embués. Et c'est un tel bonhomme qu'on ne s'attend pas à ce que d'un seul coup, il craque. quoi. Craque, ouais. Et il a craqué. Il a vraiment craqué et j'ai trouvé ça mais hyper émouvant. Et en plus, bon, tous les supporters ont repris les chants encore plus. Enfin, c'était Captain Rai, quoi. Et Pedro, pareil. Il s'est mis à pleurer aussi et c'était hyper émouvant parce que sur le terrain, c'est 2 grands bonhommes, quoi. Enfin, moi, ils m'ont marqué vraiment. Rai encore plus parce que même en dehors du terrain, c'est un grand monsieur, quoi. Mais Rai, le souvenir qui reste, c'est, pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est, disons, le problème d'adaptation que peut faire un joueur, que peut, disons, rencontrer un joueur. Lui, dans la première saison Eh ben, je suis content qu'on évoque ça. au Paris Saint-Germain, mais Parce que le j'avais Paris mal pour Saint-Germain lui ne pendant la première savait saison. plus où le mettre. Mais je suis content qu'on parle de ça, on l'a évoqué, mais pas suffisamment. C'est-à-dire, il n'a jamais dit quoi que ce soit. Ah ouais. Mais vraiment, il s'est tu pendant pratiquement une saison. Et il a morflé. Hein. Et dans la il s'est presse, tué, hein. dans la presse, on ne se gênait pas pour dire, mais en gros, c'est ça que vous nous vendez, un des meilleurs joueurs du monde, etc. etc. Il n'a rien dit. Puis après, il a prouvé, quoi. Mais c'est à l'image du bonhomme. Mais encore aujourd'hui, quand on parle de l'adaptation d'un joueur étranger qui arrive directement en France,
on fait toujours, hein, quand il y a des critiques un peu trop rapides Ouais, sur un on nouveau donne ça joueur, comme notamment, on donne ça comme de exemple. suite, hop, il y a une petite lumière rouge qui dit attention. Parce qu'il y a eu l'exemple de Rai, comme tu le disais, qui a été massacré quand il est arrivé, quand il n'avait pas été bon, parce que capitaine du Brésil, etc. Et aujourd'hui, du coup, ça, même dans les commentaires, même de nous, consultants, tu es obligé de mettre des bémols maintenant quand tu veux juger trop vite un joueur, parce que si ça fait comme Rai qui met un an pour s'adapter et qui devient énorme comme il a été. Ouais, mais le problème, c'est que, et pour se parler de cette époque-là, Rai, il a été sauvé. Si Rai, ça avait été aujourd'hui, dans la période d'aujourd'hui, il est mort. Il fait pas l'année, il finit pas l'année. Il fait 6 mois et il s'en va. T'as raison, il s'en va. Ah, c'est peut-être ça. Oui, ouais. ça va tellement vite. À l'époque, déjà que les critiques étaient virulentes, hein, je me souviens. Moi, j'étais un jeune supporter du Paris Saint-Germain, j'y allais souvent. C'est vrai qu'il faisait pas des matchs exceptionnels, mais il y avait une attente qui était tellement forte que c'était dur hein, pour lui, hein, déjà. Mais ça avait tenu un an. Et après, derrière, il a su répondre sur le terrain. Aujourd'hui, au bout de 3 mois, je t'annonce, t'es mis de côté, à l'écart, et puis on te vend au mercato. Si je me rappelle bien, au bout d'un an, le Paris Saint-Germain n'est encore pas convaincu de le garder. Et ils essayent de le prêter. Je crois qu'ils n'y arrivent pas. Eh ben oui, je crois qu'après, je sais pas, j'étais pas dans le vestiaire ces années-là, mais et je ne sais pas si notre ami Tiburce qui nous a quittés, je ne sais pas s'il lui a pas filé un coup de main sur pas mal d'exercices pour arriver à retrouver un petit peu le moral. Et puisqu'on parlait de Rai et de Paoletta, et là je parlais d'abnégation sur le plan moral, on va dire, bon, il faisait son taf, même s'il n'y arrivait pas, Rai, mais il était convaincu qu'il finirait par y arriver. Et j'ai envie d'évoquer l'abnégation de Paoletta, mais sur le terrain, quoi. Lui aussi, il ne parlait pas, mais il prouvait tellement, quoi. Et ça, dans une équipe, ça doit être fabuleux. Enfin, moi, je n'ai jamais joué comme vous. Lui, il fait quand même partie des tout bons. Et d'ailleurs, quand on regarde le Paris Saint-Germain depuis 4 ou 5 ans, on regarde Cavani avec toutes ses qualités et certains défauts aussi sur un plan technique, et on fait tout de suite la comparaison avec Paoletta, et on se demande combien de buts aurait marqué Paoletta à la place de Cavani. Peut-être moins, hein, on ne sait pas, mais j'aurais bien aimé le voir quand même. Écoute Roland, c'est différent. Moi j'ai eu la chance de jouer avec Pedro un bon nombre d'années. Et c'est vrai qu'en étant plus passeur et lui buteur, forcément, tu as des attaquants, ils sont là pour marquer, mais ils ne se ressemblent pas. Cavani te proposait toujours quelque chose. Il te propose toujours quelque chose, Cavani. Quand tu vois le passeur, il se régale, il y a toujours un appel de balle, il est toujours en mouvement. Pedro, il était rarement en mouvement. Pedro, il sentait les coups, en fait. Toi, c'était à toi de sentir, t'es le passeur, t'as la zone libre, à toi mettre le ballon, et lui, après, il se démerdait. C'est pas lui qui déclenchait. Souvent, on dit c'est l'appel de balle qui déclenche la passe. C'était souvent le contraire. Mais après, il avait une telle efficacité devant le but que tu lui mettais un bon ballon, t'es sûr que c'était souvent cadré. Que ça soit de la tête, des 2 pieds. Hein. Pedro, il avait cette faculté-là. Hein. Par contre, pas les mêmes caractéristiques que Cavani. C'est pour ça que tu ne peux pas vraiment comparer. Ils ont des points communs. Enfin, le don de soi, non, mais après... revenir en défense, etc. Je trouve qu'il y a, même s'ils sont différents, il y a un ratio efficacité, effectivement, qui était sûrement supérieur avec Pedro. Mais je reconnais le même type le taiseux, mais qui y va, quoi. C'est-à-dire que... C'est sûr que c'était des finisseurs. Pour revenir à ton job, parce que bon, moi je vais pas trop au parc, et quand j'y allais pour commenter, je n'ai pas ce souvenir-là, mais tu donnes le... Non, je sais. Tu donnes le nom quand il y a un buteur de l'équipe adverse, tu donnes le nom Tu donnes que le nom des buteurs parisiens, ou quand Paris encaisse un but, tu donnes le nom du buteur adverse. D'accord. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job. Oui. Ah, d'accord. Ah ouais, d'ailleurs, donc heureusement que tu as commencé qu'à 98, parce qu'avant tu aurais souffert quand même contre nous, parce que tu aurais été obligé de dire un but de Jean-Pierre Papin, un but de Alain Boxing. On va sortir les dossiers. Oh là, tu vois, parce qu'à l'époque ils n'en gagnaient pas un. Hein. Donc là, je te soupçonne même d'avoir attendu. Noir et blanc, ça. Je te soupçonne même d'avoir attendu pour aller travailler pour pas trop souffrir. On a parlé, Michel, des adieux de Paoletta, de Rai aussi, un soir d'avril, un soir où le PSG s'était incliné face à l'AS Monaco. Quelle relation vous entretenez en règle générale avec les joueurs et le staff du Paris Saint-Germain, sachant que vous n'êtes pas, à proprement parler, salarié du club? Oui, je suis ce qu'on appelle un prestataire extérieur. De bonnes relations, mais pas des relations intimes. Je suis toujours resté dans mon rôle. J'ai jamais cherché
à côtoyer les joueurs. Bon, encore plus maintenant, parce que c'est... Puis alors, encore plus depuis 2 jours, puisque vous avez entendu que le vestiaire va être encore plus sanctuarisé, ce que je trouve normal d'ailleurs. Là, on pourrait revenir sur certaines époques où il y avait tellement de monde près du vestiaire que je crois que du temps de Louis, ça devait être le record d'ailleurs. Ouais, mais même moi, quand j'y étais, ça a toujours... Mais moi, je n'ai pas de relation particulière. Voilà, les joueurs me connaissent, me respectent, je les respecte, mais je ne les côtoie pas en dehors de... Mais c'est-à-dire, qui t'emploie? Donc c'est le Paris Saint-Germain. Ah, le PSG. Au début, c'était le Parc d'ailleurs. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une société qui s'appelait la 16, une filiale de Canal+, qui exploitait le Parc des Princes. Et donc ensuite, je suis passé Paris Saint-Germain Football. D'accord. Voilà. Après, moi, pour parler de ça, de la relation entre Michel et les joueurs, moi, on s'est côtoyé quelques années quand même. Et c'est vrai que c'est le problème, mais pas qu'avec Michel, avec les salariés du Paris Saint-Germain qui étaient au Parc. Aujourd'hui, ils ne sont plus au Parc des Princes, mais à l'époque, ils y étaient au Parc. Maintenant, ils sont à la Factory à Boulogne. Le Paris Saint-Germain s'entraîne au Camp des Loges, donc ça, c'est t'es là-bas, t'es à Saint-Germain-en-Laye. Il y a une distance. Vous ne connaissez pas, quoi? Ah ben non, pas du tout. Donc, avec Michel, on se voit que le jour des matchs. Voilà. Et le jour des matchs, comment t'arrives, tu poses ton sac. Tu vas voir le terrain. Tu vas voir le terrain, tu fais un tour, tu es dans ta concentration, tu t'échauffes, tu joues le match, et après, voilà. Tu partages que sur des trophées gagnés, sur des titres gagnés, oui, à la fin, ou voilà, des joueurs qui arrêtent. Comme il disait Rai et Paoletta, il n'y a pas eu que ceux-là, mais sinon, voilà, tu as du mal à créer des liens quand même. Après, dans chaque club, sur chaque stade, c'est différent. Dédé Fournaille, il est à Poulaille du club. Voilà. Donc il y a quelques salariés de club, il y a beaucoup de prestataires extérieurs. Certains sont plus ou moins entre les deux, on va dire. Moi, j'ai un autre boulot à côté, en fait. Voilà. Et tu es obligé d'être, je généralisais, pour faire ce boulot-là, tu es obligé d'être supporter du club en question, parce qu'on parlait d'André Fournel, qui est salarié du club, qui est supporter de l'OM, et qui, tu vois, donc, est-ce que c'est un plus pour quelqu'un qui fait ton métier, ou... Alors, moi, je suis parisien. C'est-à-dire que non, mais toi, tu es supporter du PSG. Je suis supporter du PSG. Même si, et j'ai commencé à vous en parler tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'émission, je vais le dire tout bas parce qu'il y a des supporters parisiens qui risquent d'être surpris. Donc bien avant que je travaille au Parc des Princes, bon, j'ai beaucoup voyagé. Donc il y a eu une époque où j'ai travaillé sur la Côte d'Azur, donc je travaillais en milieu radio, donc je travaillais énergie, RMC, etc. Et un jour, on m'a demandé, quand j'habitais Nice, d'officier au Stade du Rail pour Nice. Donc je ne l'ai pas fait longtemps, mais je l'ai fait. D'ailleurs, juste pour la petite anecdote, ça a été terrible parce qu'avant, il y avait une speakerine, une femme qui officiait, donc en hauteur, dans une petite cabine, que les spectateurs donc niçois ne voyaient jamais. Et donc, moi, début de saison, je leur avais demandé si je pouvais officier sur la pelouse avec un micro HF, donc un micro sans fil. Et je me pointe donc, premier match de la saison, au milieu de la pelouse. Ils n'avaient jamais vu un speaker donc, dans leur stade, quoi, sur la pelouse. Et je commence à parler. Et là, je commence à entendre les ultras. « Mais enculé, t'es qui, toi ?» et tout. D'un seul coup, j'ai les jambes qui se mettent à flageoler, quoi, avec l'accent pointu, l'accent parisien que je ne pouvais pas cacher. Donc je me suis dit, il faut que je continue à aller vers eux, sinon je suis mort, quoi. Puis après, ça s'est normalisé, il n'y a pas eu de souci. Donc voilà, c'est la seule infidélité que j'ai faite, parce que j'ai toujours été supporter du Paris Saint-Germain. Donc même à l'époque? Ouais, mais j'ai beaucoup voyagé. Donc à l'étranger, je travaillais à l'étranger, au Club Med, etc. D'ailleurs, j'ai eu la chance, à travers mes voyages, de me faire quelques affiches, ça vous parlera, surtout Roland. Fla-Flou avec Zico, Flamengo Fluminense, quand j'ai fait le Tour d'Amérique du Sud. À une époque, j'ai fait une saison au ski avec le Club Med à Sestrières. Donc je suis allé voir un match à Turin. Donc la Juve contre Naples, Platini, Maradona. Enfin, j'ai quelques souvenirs comme ça. Là, il y a eu le PSG qui a joué donc à Glasgow. J'ai été du Saint-Étienne-Bayern. À l'époque, j'étais jeune, mais je sortais d'une école de commerce, section tourisme.
J'ai des amis dans des agences qui n'arrivaient pas à remplir leurs avions. Tout le monde cherchait les places en France pour ce match. Je lui ai dit, écoute, je te remplis l'avion et tu me fais partir. Et il y avait une ambiance extraordinaire d'ailleurs là-bas. Enfin, donc j'ai quelques souvenirs comme ça, mais j'ai toujours été Paris Saint-Germain, c'est mon club. Donc la question, c'est, oui, à mon avis, il vaut mieux être supporter du club. Mais je rétorquerai, parce que j'en connais plusieurs, donc je salue mes collègues d'ailleurs. Je connais certains speakers qui, en fait, sont d'une autre ville et officient en tant que speaker dans un autre club. On ne va pas donner des noms. Ça va leur faire Ah, balance-les. Comme ça, on rigole ce week-end. Non, je sais pas, je pense pas qu'il m'en voudra, mais par exemple, Alain Rousseau à Rennes, lui, il est danger, en fait. Ah ben voilà le problème de Rennes. Voilà le danger. Voilà le problème de Rennes, hein, Roland. Il n'a pas des... Michel, vous le disiez, vous avez un métier à côté, en fait, à la base, pour travailler votre technique de voix. Vous êtes comédien de voix, vous faites des pubs, vous l'avez dit, des documentaires. Oui, il y a... On aurait dû amener... Bon, vous ne le savez peut-être pas, mais depuis quelques mois, je viens de temps en temps ici même, puisque je fais les voix aussi de bande-annonce de BFM Sport. Ah. Donc, voilà. Et comment vous travaillez? Du coup, vous répétez un peu devant votre, je sais pas, chez vous, devant votre miroir? Non, c'est venu comme ça. Enfin, je parlais du Club Med, donc j'ai appris à parler dans un micro un jour. Après, petit à petit, j'ai bossé en radio, pour des télés. Donc, j'étais la voix de certaines chaînes, de certaines... C'est comme ça, d'ailleurs, que je suis arrivé au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que j'étais la voix de Canal Jimmy, donc une chaîne qui n'existe plus. J'écrivais pour eux et j'étais la voix de la chaîne. Donc, c'était Michel Toulouse... qui m'avait demandé, quand il a créé la chaîne avec Lescure, d'être la voix de cette chaîne. Et un jour, je parle avec un programmateur musical de la chaîne qui bossait pour Philippe Manœuvre, donc très rock, machin, on se met à parler musique et foot. Et il était le programmateur musical au Parc des Princes. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, Dédé Gento. Malheureusement, il nous a quittés. Et c'est lui qui avait amené certains morceaux, Billy Paul, Your Song, enfin tout ça, il y avait des trucs... Et donc, il me dit, mais attends, si t'aimes le foot, machin, et tout. Là, je lui avais pas dit que j'avais officié longtemps avant, une fois, sur un stade. Et il me dit, bah écoute, s'il y a des remplacements, est-ce que t'es partant? Je lui dis, bah ouais, avec plaisir. Et donc, j'ai commencé en 94, en avril 94, et donc je faisais match de coupe. Coupe de France, coupe de la Ligue. J'ai eu la chance de faire le PSG-Barça, donc saison 94-95. Et tu fais du doublage? Tu sais pas faire du doublage? J'en ai fait. Tu en as fait? Parce que il paraît que sur SFR Sport, ils vont te demander de doubler Jérôme, parce que quand il dit trop de conneries, il faut trouver quelqu'un pour essayer de dire des trucs sensés. Fais gaffe, ils vont venir vers toi. Hein. Comme ça, vous avez le même accent. Nous, tu pourras pas nous faire à nous, donc c'est pas la peine. Mais par contre, Jérôme, tu peux le doubler, parce que alors, qu'est-ce qui sort comme saucisse? C'est vrai, ça m'arrive, c'est vrai. J'assume. Pas de souci. Le slogan ici, c'est Paris, scandé pour la première fois par les supporters du Virage Auteuil en 2001. Vous l'avez repris, vous l'avez un peu lancé, vous vous l'êtes approprié. D'où ça vient exactement? Alors, c'est pas pour jouer parisien, mais c'est vrai qu'à Paris, on dit tout le temps, ouais, c'est un peu différent. Je me voyais pas dire hipipi pourra à la fin des matchs. Et j'ai cherché une formule. Donc, je cherchais une formule en 3 syllabes, hipipip, oura. Donc, 3 plus 2. J'ai cherché. Et donc, c'était non pas des chants, mais un des cris qu'on pouvait entendre dans les travées du parc, mais pas scandé de la même façon. C'était « Ici, c'est Paris !» Et j'en ai cherché 10 000, des trucs, ça paraît. Et à un moment donné, je me dis « Mais ici, c'est Paris !» Et tout était dit, quoi. Je me suis dit « Mais voilà, il faut que je le lance. » Donc, j'ai testé. Au début, ça n'a pas répondu beaucoup, mais ça a répondu. Ouais, c'est... Et après, c'est bon. À l'époque, c'était ici, c'est pas rigolo quand il perdait. Maintenant, ça a changé. Donc voilà, c'est né comme ça. Et puis après, ça a été repris par le Paris Saint-Germain pour l'exploiter commercialement. Ah bah ouais. Ils l'ont utilisé, voilà, de manière un peu de marketing. Tu aurais dû le déposer, hein. Mais tu veux J'ai appris il n'y a pas longtemps que ça a été déposé par un supporter. Ouais, en 2008. Par la défense des droits. Ah ouais, c'est-à-dire qu'à l'époque, tu aurais pu le déposer. Alors, à l'époque, tu aurais pu le déposer. Non. Alors, plein de gens m'ont dit, mais t'aurais pu le déposer et tout. Et en fait, je relis jamais mes contrats. Relisez vos contrats. Je sais pas si... Il y a toujours des clauses. Ce que je dis au micro... Ah, c'est la propriété du... Ah ouais. Donc, quoi qu'il se passe, et puis c'était pas ma volonté, hein, mais même si j'avais voulu,
Ah ouais, tu aurais été embêté par le contrat. Moi, je vais te dire une chose là-dessus sur le SIC Paris. Donc ça, c'était début des années 2000, le champ. Mais moi, quand je suis arrivé à Paris, c'était mon club et tout, la première année, j'avais signé avec une marque, tu sais, les maillots que tu mets en dessous, le maillot de match. Et j'avais mis donc le ici c'est Paris, ici. Et à la fin de chaque match, je retirais, je le montrais, ou quand je marquais, ou quand il se passait un truc, je le retirais. Nike, à l'époque, voit ça. Donc j'étais le seul joueur à le faire, hein, quand je suis arrivé. Donc moi aussi, j'aurais pu la déposer, la marque, si tu veux. Parce que Nike m'a dit non, tu arrêtes avec ton sponsor qui était Under Armour à l'époque. Nike, on va te fournir des sous-vêtements. Des sous-vêtements, les maillots en dessous, avec le Ici c'est Paris, avec le Roten dans le dos le 25. Donc j'ai reçu une cargaison au camp des loges pour les mettre. Et c'est vrai qu'à chaque fois, donc moi je mettais Ici c'est Paris. Et mon plus grand souvenir, messieurs, c'est de l'avoir sorti au stade Vélodrome après une victoire. Je me souviens pas de ça. Exceptionnel. Ah ouais. Exceptionnel. Bon, vous aviez un peu la rage, hein, les supporters, mais c'était un bon moment. Voilà. C'est le pour dire que le Ici c'est Paris. Tu l'avais sorti avant la victoire ou après? Pendant, pas avant, parce qu'il faut garder l'humilité. Faut pas les prévenir. Eh oui, non. C'est le groupe Ultra Supra d'Auteuil qui avait déposé la marque en 2008. Et il y a un petit conflit qui a opposé le club justement et le groupe de défense des supporters qui a pris le relais des Supra, puisque le PSG voulait s'approprier ce slogan. Ici c'est Paris, pour l'exploiter commercialement. Ils ont tenté de déposer la marque à plusieurs reprises, d'en racheter les droits aussi, et les supporters ont toujours refusé que le club s'approprie ce slogan. Jérôme a connu la période de grève, etc., où il y avait... Et au début, moi, c'était dur pour moi. Et heureusement, il y a des supporters qui m'ont dit « Mais t'inquiète pas, c'est pas après toi, c'est après le club. Bon, nous, on respecte ce que tu fais, tu nous as toujours respecté, etc. etc. » Mais moi, ils m'ont dit que c'était à cause de toi. Ouais. Bon, mais bon, mais au début, c'est vrai que c'était terrible pour moi. Parce que, je sais pas si tu te souviens que des fois, ils attendaient pendant un quart d'heure dehors, et ils rentraient après, quoi. Ouais. Si je devais résumer rapidement ces 3 périodes, donc j'ai connu effectivement, quand je suis arrivé, la période extraordinaire, mais il n'y avait pas que les champs, il n'y avait pas... Là, je ne vais pas évoquer les problèmes de sécurité, il fallait en passer par là, de toute façon. Donc ça, je suis entièrement d'accord, il fallait réagir. Mais il y avait aussi d'autres choses, et là, j'ai envie de lancer justement, non pas un fumigène, mais le bâton à la Ligue. Il y avait les fumigènes. Et je me souviens des 2 virages, mais il y a eu des images fabuleuses. La Ligue n'était pas claire, parce qu'ils reprenaient tout le visuel en même temps. Mais bien sûr, mais toujours, hein, récemment encore. Hein. Donc je lance un truc que je n'ai jamais dit, j'en ai parlé à d'autres 3 personnes. Un jour, j'ai dit, je crois que j'en ai parlé à une personne de la Ligue. J'ai dit, mais trouver un produit, un objet qui ait la même efficacité visuelle que les fumigènes, sans le problème sécuritaire. Trouver. Ben, il se trouve qu'il y a un an, je ne sais plus, j'ai lu un article, il y a un mec au Danemark qui a trouvé un truc comme ça. Je ne sais pas exactement, hein. Mais il faut mettre le truc en place, parce que c'est dommage de priver les ultras d'un spectacle fabuleux. Mais c'est pas que les ultras, il n'y a jamais eu d'accident en attendant, il n'y a jamais eu vraiment d'accident grave. Mais quand tu dis l'ambiance d'un stade, c'est d'abord le monde, c'est le son, c'est le visuel, parce qu'il y a les tifos et tout maintenant. Mais puis il y a ça aussi, il y avait les fumigènes à l'époque qui faisaient, et tu as raison de dire, et encore récemment, c'est pas que, encore récemment, tu regardes des images de pub de la Ligue ou quoi, tu as des ambiances de tribunes avec des fumigènes, hein, parce que c'est un objet du spectacle. Alors, en plus, s'il y a un truc qui existe, qui permet d'avoir ce spectacle-là sans voir les problèmes, ce serait con de s'en passer, parce que c'est vraiment un vrai plus pour moi. Je ne pourrais pas en parler parce que je n'ai pas le nom de l'objet, mais je sais que ça a été trouvé par un Danois. Et alors il fait quoi alors, Je ne sais pas, c'est un truc qui est... Il n'y a pas de fumée? Non. Alors c'est pas une fumigène? Non, mais c'est pas... Je vais chercher, c'est dommage, je ne pensais pas aborder ce sujet-là, mais du coup, je peux pas en parler, je ne vais pas dire de conneries. Mais je vais creuser, mais vous aussi, essayez de creuser, parce que je suis sûr qu'il y a eu un truc qui a été trouvé. Et ça serait génial. Et en fait, c'est des fumigènes qui sont sans chaleur. Je crois que c'est ça, c'est sans chaleur, une torche sans chaleur, qui peut du coup... D'accord. Prévention contre tous les accidents pyrotechniques interdits du coup dans les stades. Torche
Ça doit rappeler quelque chose à Jérôme. Ça serait génial. Et donc, juste pour finir ça, les 3 périodes. Donc, il y a eu cette période extraordinaire. Auteuil, Boulogne se renvoyait la balle. La période grève, donc très dure, ouais, c'est vrai. Voilà. Tu parlais de bons souvenirs, mais ton plus mauvais souvenir parce que justement, tu parlais de la période noire avant le plan Le Proux. Parce que s'il y a eu le plan Le Proux, c'est parce que... Je vais dire vite fait, parce que j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Non, mais oui, toi... Le CRS qui avait été fracassé par... Bon, c'est une image... PSG Caen. 93. Enfin, je veux pas trop remettre ça, parce qu'on a éradiqué, ça c'est bien. Voilà, mais si on me demande mon plus mauvais souvenir, c'est ça. Et toi, dans ces cas-là... Parce que moi, j'avoue, je me souviens de l'incident, mais je ne sais plus comment ça s'était passé. Toi, sur le terrain, tu interviens, tu sens qu'il faut que tu fasses quelque chose ou tu peux rien faire? Alors, en matière de sécurité, on a toujours... Tu as des consignes, toi Oui. Il y a carrément une chaîne, une chaîne très précise pour les ordres. Par exemple, j'ai avec moi tout le temps 3, suivant les niveaux d'alerte, 3 messages. C'est-à-dire bleu, blanc, rouge, suivant l'intensité, suivant la menace. Donc je ne rentrerai pas dans le détail, ça fait partie du protocole qu'on doit mettre en place dès l'instant où on me prévient, et on me prévient aussi du degré et donc c'est quelqu'un qui te dit voilà. Il faut passer ce message. Donc ça part d'abord du PC sécurité, je sais pas, tu vois où il est. Il y a un PC sécurité qu'on ne voit pas en fait. Même pendant les retransmissions, c'est rare qu'on le voit parce que, en fait, c'est les vitres sont teintées, eux, ils ont toutes les caméras. Ça se fond dans la structure du parc, vraiment. Donc ça part de là. Ensuite, il y a le responsable de sécurité du parc. Après, c'est la régie. Donc mon interlocuteur en premier, c'est la régie. Donc ça va dans ce sens-là, la chaîne. Et après, on me dit, voilà, Michel, enclenche le truc. Message bleu, message blanc, message rouge. On a fait des tests un jour, justement... Il m'avait fait visiter le PC sécurité. On a mis tout en place avec la préfecture et tout. Et donc ce protocole est, j'espère, je touche du bois. Jamais l'utiliser. Donc voilà. Mais Michel, vous avez fait le choix de répéter 3 fois le nom des buteurs au Parc des Princes. On l'a entendu avec Zlatan Ibrahimovic. Lui, c'est 9 fois. C'est l'excès à l'italienne. Il s'appelle Daniele Bellini et c'est le speaker du Napoli, véritable star du San Paolo depuis presque 8 ans. Écoutez-le hurler le nom de Gonzalo Higuaín, buteur en Ligue des Champions face à Dortmund. C'était il y a 2 ans. c'est énorme, c'est énorme. C'est une star à Naples et son surnom c'est Daniele Decibel Bellini. Ça fait 8 ans qu'il est speaker au San Paolo. C'est quoi pardon Sarah, mais la qualité première c'est quoi? C'est la voix? Avoir une voix qui charismatique, une voix qui a une empreinte, c'est quoi? Alors la voix elle est importante, c'est sûr, mais je pense pas que, quel que soit le club, je pense pas que quand on te recrute, c'est par rapport à la voix. D'accord. La voix, il se trouve que bon, j'ai la chance d'avoir une voix parce que je fais un métier par ailleurs qui est justement lié à la voix. Et par parenthèse par rapport au speaker de Naples, un jour on me l'a demandé, moi je fais 3 fois, mais je pourrais pas faire 9 fois parce que, je donne un exemple, moi j'ai souvent des fois du boulot le lendemain, c'est-à-dire que là, par exemple lundi... Là, donc, tu perds la voix, tu peux plus bosser. Là j'ai un documentaire par exemple à faire lundi. Ça m'est arrivé d'arriver en studio, ou comme vous, quoi, où là, donc 9 fois, quand je vois comment il est déjà sur les cordes vocales, donc ça, j'aurais du mal. Mais au départ, quand on te recrute, en fait, c'est... Il y a 2 aspects, en fait, maintenant. Ça s'est développé petit à petit. On ne retrouvait pas ça avant. Il y a le côté animateur, et il y a le côté présentateur. C'est-à-dire le côté institutionnel, on va dire... où tu dois être capable d'annoncer des messages, très carrés, machin et tout. J'en veux pour preuve les minutes de silence, tu vois, il y a des moments assez durs. C'est vrai, Et le côté animateur, le côté battleur, machin. À un moment donné, on m'a demandé de moins faire l'animateur pour rester plus présentateur. Donc, pour les clubs et pour la Ligue, puisqu'on a des recommandations, parce qu'à une époque, il y avait des réunions annuelles avec
avec mes confrères, on adorait ça. Bon, malheureusement, ils ne l'ont pas renouvelé chaque année, mais de temps en temps, on se retrouve. Pour la Ligue, c'est plus le monsieur loyal. C'est-à-dire que respect de l'équipe adverse, donc annonces diverses, etc. Et le côté animateur. Donc je dirais que d'abord, c'est ça que le club veut, quoi, les deux casquettes, quoi. Parce que la voix, bon, effectivement, c'est mieux. Les gens apprécient quand tu as une bonne voix, etc. Mais tu peux aussi ne pas avoir une super voix et être apprécié. La voix et le contenu aussi de ce que tu dis. Souvent, de quelle façon tu présentes les choses, avec des grossières erreurs de français ou quoi. T'as ton style, c'est sûr que... Messieurs, lorsqu'on est sur le terrain, ça gargarise plus qu'autre chose d'entendre son nom scandé par tout un stade. On a parlé du point de vue de Michel. Maintenant, en tant que joueur, vous, quel souvenir est-ce que vous en gardez ? Non, j'attendais que Jérôme embraye, mais je vous laisse. Mais quand on fait ce métier-là pour ça aussi, quand on est dans son stade et qu'on est à Paris, c'est pareil. Dans tous les clubs, c'est à peu près pareil. À Marseille, on avait tous notre petite chanson, donc quand tu fais une action qui marque les esprits et que tu as tout le stade qui reprend ton nom avec ta petite chanson, tu touches plus touches plus le stade. Je te la chanterai tout à l'heure si tu veux. Je sais pas, non mais. Il est con ce mec. Et oui, donc du coup, il y a des fois, c'est le speaker aussi qui lance une idée sur un joueur ou quoi, quand les joueurs arrivés. Voilà. Mais vous y êtes sensible. Mais c'est grisant. Oui. Ouais. Quand, à la limite, quand tu es Papek ou quand tu es Zlatan, que tu mets 30 buts par saison, le speaker, il dit pas non, tu as l'habitude. Mais quand tu es défenseur, que tu as la chance de mettre un but une fois, que tu as le speaker qui fait chanter tout le monde ou quoi. T'imagines le speaker exceptionnellement. Nous sommes en train de vivre une minute. Exactement. Absolument extraordinaire. Et comme tu es habitué à l'extérieur à te faire siffler ou à te faire. Voilà, ça fait partie du jeu. Non, mais c'est vrai que c'est. Moi, c'est pas parce que Michel il est là, mais c'est vrai que moi, je me souviens, j'ai pas mis plus de 100 buts comme Cavani, Paoletta ou Ibrahimovic, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais l'occasion et j'ai l'opportunité de marquer, ça a toujours été un grand moment au parc. Franchement, je revois par moments, on peut me revoir des buts. Tu vois, quand j'entends Michel annoncer le buteur, mon nom, comme ça, repris par tout le stade. Non, c'est vrai que c'est des moments... Mais tu sais qu'on a cherché, il paraît, des images et tout de ces moments-là, on n'a pas trouvé. Sarah le voulait passer, comme ta petite chanson. Ouais, on n'a pas trouvé, Sarah, c'est dingue. Hein. Alors après, il nous fait croire qu'il a mis les buts. Non, mais t'as du mal cherché, hein, c'est pas possible. Par contre, comme Eric, tu m'as dit, ta petite chanson, tu me la chanteras, je te montrerai. Ça va nous prendre l'après-midi. Hein. Mais je te montrerai. Jérôme, vous avez-vous des souvenirs du speaker du parc au début des années 90, juste avant Michel, lorsque vous y alliez en tant que jeune supporter avec votre papa? Exactement. Oui, parce que ça marque. Alors bon, moi, à Paris, au parc, j'y allais. Mon père m'a emmené. La première finale de coupe, c'était en 82 contre Saint-Étienne. Voilà, c'était mon premier match. Et puis après, par la suite, j'ai pas de souvenirs, j'avais 4 ans. Hein, donc, mais 85, 86, les premiers souvenirs, ils sont là. Après, la grosse période du Paris Saint-Germain, début des années 90, là, avec l'arrivée de Canal. Tu as connu quand même l'époque Borelli. Oui, époque Borelli, l'époque Canal derrière. Et il y a des joueurs qui marquent. Souvent, c'est les numéros 10, les meneurs de jeu. Moi, je me souviens à chaque fois que... Rai, on en a parlé. Valdo. Rai, dans Sousa, Oliveira Rai. Valdo, c'était Candido, Filio, Valdo, tout le stade reprenait. Voilà, ça marque. Mais tu vois, Sarah posait la question, c'est la première fois que je l'entends, en fait. Moi, les joueurs m'en parlent pas. Mais la première fois où j'ai eu conscience de ça, c'est quand, pour la remise du titre de l'Hexagone au parc, quand, en fait, Zlatan m'a paraphrasé à un moment donné, qu'il a dit « ici ». Et là, je me suis dit, mais en fait, d'un seul coup, j'ai réalisé que les joueurs entendent quand même un peu de temps en temps ce qu'on fait, quand on scande même leur nom. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais
Mais ouais, peut-être qu'ils apprécient aussi le peu qu'ils entendent, des fois, même pendant un match, je sais pas. Et donc, du coup, ton prédécesseur au parc, il y avait quelqu'un qui s'était. Alors, juste avant. C'est celui que tu as donné, toi, Jérôme, du coup. Alors, oui, c'est pas ça. Il a disparu de la circulation, il s'appelait Thierry Deschler. Donc j'ai travaillé avec lui puisque je faisais les coupes. Et la coupe, ouais, tu disais. Et lui, en fait, sa grandeur de gloire, donc je ne sais pas s'il m'entend quelque part, mais en tout cas. Les gens ne le savent pas, donc je vais restituer, je vais rendre à César ce qui lui appartient. C'est-à-dire qu'après, il s'est occupé de l'animation sur les stades lors du Mondial 98 en France. Donc il a géré ça un peu avec la FIFA, machin. Il a mis en place le protocole d'animation et tout. Et c'est lui qui a officié au Stade de France lors de la finale. Et dans les bêtisiers, tous les moments où on voit Chirac répéter le nom des joueurs, là, c'est Thierry Deschler qui annonce là. D'accord. Et lui, combien de temps il avait été speaker au parc? Je ne sais pas. Parce qu'avant, et donc vous l'avez connu, avant il y a eu Jean-Pierre Paoli. Oui, Jean-Pierre. Qui est revenu après. Mais avant ça, donc c'était Jean-Pierre. Mais Deschler, Thierry Deschler. Ouais, pas quelques ça finalement. Quelques saisons. Ouais, parce que Jean-Pierre, c'est vrai que moi, quand il travaillait à France 3. Il a dû faire au moins 7-8 ans. Ouais, un truc comme ça. Donc toi, c'est celui que tu. Et celui-là, ouais. Celui-là. Messieurs. Ouais, Jean-Pierre Paoli, Jean-Pierre, on te salue, mais je me souviens pas de toi, hein, Jean-Pierre.